J'ai eu une grande histoire avec un arbre. Je m'en remets pas. Il y a des gens qui ont vu des extraterrestres, mais je suis allé à Gaza, puis je vois un mur de 10 mètres de haut, 3 mètres de large, personne ne sort, et puis on les tabasse à l'intérieur et on tue des gosses. Voilà, moi j'ai un record de marathon à 2h55. Est-ce que tu as envie de mourir là au milieu, quoi? Elle se dit, mon père va mourir. De temps en temps, il rentre à l'intérieur et il tire. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Antoine Vernier. Antoine, comment tu vas ? Ouais, ça va bien, je te remercie, je suis ravi de vous rencontrer. Merci d'être venu, c'est un plaisir de t'avoir avec nous pour découvrir un peu tout ce que tu as fait et surtout quel message tu veux faire passer. Est-ce que tu peux... Si j'en ai un. Si t'en as un, exactement. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai 48 ans, j'ai 2 enfants de 12 et 14 ans. J'ai une formation en sociologie, je suis toujours fonctionnaire d'État. Je vis sans réseau d'eau et d'électricité dans une cabane que j'ai construite au bord de la rivière. Et puis, comme tout le monde, je suis plutôt content d'être en vie et de vivre cette grande aventure. Ok. Ouais, non, mais on reviendra sur ça, sur ta cabane que tu as construite sans eau, sans électricité, ton mode de vie, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait plusieurs courses différentes pour passer un message. Par exemple, tu avais fait 23 marathons en 23 jours pour rejoindre Davos. Tu as fait 150 km en 24 heures aussi. Tu as fait plus de 100 marathons en 100 jours pour rejoindre Jérusalem. Gaza même. Gaza même. Donc on va revenir sur tout ça. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu. Je te pose des questions courtes, tu me réponds réponse courte. Ok. Est-ce que tu es plutôt nature ou ville ? Oh, les deux. Hein. Ok. Courir seul ou en groupe ? Je cours plutôt seul. Ouais. Ok. Écrire un livre ou donner une conférence ? C'est tentant les deux. Hein. On peut dire les deux. Ah, si tu veux. Nous, on peut tout faire ici. Ouais. On donne la parole à qui que ce soit. Mais le livre, quand même. Ok. Vivre en autonomie ou en communauté ? Ah ouais, en autonomie. Et montagne ou forêt ? Mais j'adorais faire l'autre. Quoi. Ah, ouais. Pareil, une montagne où il y a des forêts. Je suis désolé. Non, il y a pas... Mais bon, ça se peut qu'on puisse tout prendre. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais il y a des endroits où il y a la montagne avec de la forêt. C'est bien fait. On en parlait tout à l'heure, tu as décidé de quitter le confort, on va dire, enfin notre confort que nous on connaît tous, pour vivre dans une cabane sans eau, sans électricité. Comment t'es venue cette idée et pourquoi tu as fait ce changement de vie ? Alors pour le coup, je suis pas sûr d'avoir vraiment... Enfin, oui. Je sais pas pour les autres, quoi, mais pour moi, je suis pas certain que ça a été vraiment un choix. Plus j'y pense... Bien sûr, sur le coup, je me dis, tiens, je vais faire ça, mais en réalité, c'est comme si c'était, comme tu viens de dire aussi, hein, tu vois, c'est pas inutile ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est une impression que c'était programmé. Je suis obligé de revenir un tout petit peu en arrière. Moi, mes parents sont fonctionnaires d'État, c'est-à-dire ma mère travaillait dans les cantines scolaires, donc elle servait les repas. Donc quand tu es enfant, puis que tu es servi par ta mère devant les autres, que tu peux avoir une ration de frites en plus, tu dis quand même, c'est incroyable le service public, quoi. C'est des trucs de dingue. Et puis mon père conduisait des trains. Son père avant posait les voies de chemin de fer et on ne se rend pas bien compte, mais dans l'histoire, ça a permis aux gens de se déplacer, d'aller se rencontrer, d'aller découvrir. Donc, puis c'était très collectif, quoi. Donc pour moi, ça représentait quelque chose d'important, l'intérêt général. Donc je suis devenu de me dire, tiens, comment moi je peux contribuer au collectif ? Je ne perds pas de vue ta question. Et donc petit à petit, donc, je suis devenu sociologue et puis après, je suis rentré au service de l'État. Et je la fais courte, devenu expert national pour l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement. Oui. Donc en gros, il y avait cette idée de protéger carrément la terre, quoi, c'est-à-dire notre maison commune. Et on racontait que la maison brûle. Bien sûr. Et comme si ça ne cesse de s'accroître. Et je pense que... Et donc, il se passe 2 événements importants dans tout ça. C'est-à-dire que j'étais très impliqué dans ces questions-là, de me dire comment on fait effectivement pour protéger ce qui fait qu'on vit, quoi. Donc ce qui est quand même le plus précieux. Et je tombe amoureux.
D'une femme cette fois-ci ou... D'une femme, ouais. Okay. Tu pensais à quoi? Non, mais un arbre, je sais pas. Ça aurait pu. Ça aurait pu. J'ai eu une grande histoire avec un arbre. Je m'en remets pas. Non, mais ça aurait pu. Okay. C'est un autre invité. Bon. Et oui, d'une femme. Et puis c'était parfaitement réciproque. Et elle me dit cette phrase pour simplifier. Tu sais qu'on peut t'aimer, Antoine, pour qui tu es. T'as rien besoin de faire. Voilà, c'est-à-dire ça reflète aussi ce que peut-être beaucoup d'entre nous ont fait. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a besoin de faire des trucs pour être aimé, quoi. Qu'il faudrait gagner beaucoup d'argent, être le meilleur, etc. Travestir. Voilà, peut-être sauver les autres, etc. Rendre des services. Bon. Et donc ça a changé quand même ma vie, cette expérience-là. Cette femme dont tu parles, c'est la mère de tes enfants? Non. Ok, d'accord. Okay. Ouais. C'était une question comme ça, je voulais savoir. Je comprends. Et voilà. Et après ça, c'est comme si je voyais différemment le monde, comme si elle avait éveillé mon âme, quoi. Je ne peux pas le dire mieux, c'est-à-dire que je suis au plus profond. Elle m'avait révélé à moi-même, on peut le dire aussi comme ça, hein, les psychiatres. Jung notamment dit, après 40 ans, tu as ta deuxième vie. La première qui est ce que tu fais pour les autres. Okay. On t'a dit, voilà, tu dois être ça, donc je fais ça. Puis à un moment, tu dis, bon, et moi, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Donc il y a eu un peu ce mouvement-là. Et dans ce mouvement-là, c'est comme si je regardais différemment ce qui se passait, que je le voyais d'une manière qui m'apparaissait comme plus réelle. Et à ce moment-là, je me suis dit, en réalité, pour moi, l'État ne voulait pas protéger ni le monde, ni les hommes, ni la nature. C'est pas ça qu'il fait. C'est comme ça que ça m'est apparu. Ce qu'il cherche, c'est son intérêt personnel, enfin l'intérêt de chacun. Et donc, ceux qui sont en haut vont privilégier peut-être l'argent, tout un tas de trucs, mais pas ce qui, moi, me paraissait être l'intérêt général. Ouais. Donc, j'appelle ça une corruption généralisée. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a plein de gens formidables et puis qu'on n'est pas porteurs de tout ça, nous aussi. Et pour en arriver à ta question, c'est ça qui m'a conduit à me dire, moi, est-ce que je ne peux pas vérifier qu'on est capable de vivre avec le vivant et non pas contre lui? Ce qu'on vit depuis Descartes, XVIe siècle, de se dire nous devenons maîtres et possesseurs de la nature, parce que finalement elle nous fait un peu peur, cette nature. C'est toujours imprévisible, c'est chiant. Donc si on pouvait contrôler tout ça, bon. Et donc modifier le rapport, considérer que la nature est un sujet, est-ce que moi ça ne me rendrait pas plus heureux? Ce que j'avais lu dans des tas de choses, je passe les détails. Et donc j'ai voulu faire cette expérimentation, mais qui collait à ma nature profonde aussi. Ça, c'était quand c'était en quelle année que tu commences à construire cette cabane? Je dirais que ça, c'est 2018, okay. Même 2017. Je pars 2 ans en camping-car avec mes enfants. Donc, on arrête d'avoir une maison et on tente l'expérience de on est ensemble, on a moins de choses. Et du coup, est-ce qu'on ne va pas vers plus l'essentiel? Bon, voilà, c'était mon goût, quoi. Puis après, 2 ans après, fin 2019, on s'installe sur un terrain pour se dire on va s'enraciner. Et on aura peut-être tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire de l'eau, de la nature, voilà, puis on est au contact soleil. Avec... Et maintenant, avec du recul, parce que tu as un peu de recul. Oui, 6 ans presque. T'es plus heureux comme ça? Ouais, c'est-à-dire, tu vois, ça c'est théorique, d'avoir fait ça, on peut le dire. Les gens qui écoutent, c'est théorique, quoi. Ouais. Mais après, si tu le fais toi-même, si demain, toi, tu commences à dire... Tiens, je vais me mettre 5 minutes torse nu alors qu'il fait 0. C'est pas confortable. Mais peut-être que quand tu reviens au chaud, tu dis waouh, je me suis senti vivant, quoi. Voilà. Donc c'est difficile d'en parler autrement que quand tu le vis. Et moi, je me suis pas rendu compte à quel point, mais tous les jours, j'avais des sortes d'émerveillements qui sont venus me changer en profondeur. Et à force de répétition de ça, bien sûr qu'il y a des contraintes. Faut être clair, quoi. Mais mes enfants, pour illustrer, ils disent waouh, quand on a pris une douche, mais c'était ouf, quoi. Et je sais plus ce qu'on a fait hier. On a fait des trucs qui habituellement dans la vie quotidienne c'est une corvée, mais nous on l'a vécu comme un moment incroyable, quoi. Parce que moi, je vais peut-être poser des questions bêtes, mais j'ai jamais vécu dans une cabane sans eau d'électricité, ou alors juste le temps d'une journée, peut-être. Si, à mon avis, tu as cette expérience quand tu fais du camping. Oui, voilà.
Donc, parce que là, sur ton terrain avec ta cabane, pour prendre une douche, par exemple, comment ça se passe? T'as un pommeau de douche et tu vas chercher de l'eau de la rivière ou... Alors maintenant, moi c'est une période précise où j'ai fait ça, où je suis allé vraiment au bout, on essaie de consommer rien, enfin on n'a pas de déchets, rien quoi. Donc voilà, c'était vraiment genre comme une démonstration, parce que quand même j'ai vécu un burn-out aussi dans ce moment-là, c'est-à-dire que quand votre âme elle se révèle, bah, vous n'êtes plus adapté à l'endroit où vous êtes, quoi. Donc d'un coup, tout est mis par terre. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à le faire dans notre société. Donc ça, c'est un point important. Donc là, j'étais à fond, puis aujourd'hui, c'est différent. Donc là, tu me poses la question 6 ans après, bah, je réponds directement. Aujourd'hui, on adore prendre des douches super chaudes et super longtemps, dès qu'on peut. Donc mes enfants, hier, ils ont pris des douches chez une amie. Ok, d'accord. Et puis moi, je suis dû aller, je crois... Ah oui, je suis allé à Climb Up, une salle d'escalade. Ok. J'ai fait un sauna. J'ai pris une douche pendant 20 minutes, c'était trop bien. Ok, cool. Et tes enfants, ils vivent comment? Parce que c'est pas commun. Je veux dire, tous leurs copains et copines, je pense, ils vivent pas dans une cabane sans eau, sans électricité. Comment ils le vivent, tes enfants? Ouais, c'est une bonne question. T'échanges beaucoup avec eux? Oui, ouais, beaucoup, beaucoup. Parce que pour moi, la part éducative de ça, voilà, on en revient tout le temps à la question, c'est quoi la vie? Pourquoi on vit? J'ai des réponses qui évoluent, quoi. Là-dessus, moi, je cherche, quoi. Je ne suis pas celui qui a les réponses, quoi. Je suis désolé de vous le dire. J'ai les réponses un peu pour moi au quotidien. Bon. Et donc, oui, on en parle beaucoup. Et donc, ça a bougé aussi pour eux. Je me souviendrai toujours, quand on arrive sur le terrain, peut-être je peux dire deux choses. Je vois quand même mes enfants qui ouvrent des yeux comme ça. Il y avait une sorte de minuscule cabane. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Avec des araignées partout dedans. Ils se sont dit, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais ils se disent juste pour eux, quoi. Enfin, on ne peut pas vivre là, c'est pas possible. Et en même temps, on arrive, il y a des biches, quoi. Alors pareil, il faut poser la question, existe-t-il des signes? Voilà, comme tu as dit, c'est hyper intéressant que tu as fait cet aparté, que tu ne fais pas, j'imagine, dans d'autres interviews, tu vois. Donc tu t'es laissé porter. Ouais, il y a des biches, et puis mon fils se met à courir après elle. Comme il dansait avec elle, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est beau ça. Moi, j'avais pas de doute à ce moment-là. Oui, ça va pas être facile tout le temps. Mais là, il va se passer quelque chose, c'est là qu'il faut aller, quoi. Et donc voilà, après, ils évoluent. Par exemple... ils arrivent, tu as des chaussures blanches, nous on a de la boue sur les chaussures. Il y a des gens, ils disent, ouais, c'est dégueulasse. Et moi je leur dis, il y a d'autres gens, ils disent, c'est le béton qui est dégueulasse. Donc quand tu arrives dans la classe, tu es le seul à mettre de la terre. Puis que tu as envie d'avoir des copains, ça va pas être facile. Mais en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tendance à dire, faut peut-être qu'on revégétalise les cours. Parce que les îlots de chaleur, parce que si on n'est pas au contact, les enfants, avec la nature, on n'est pas tellement au contact avec la vie. Ils t'en parlent, tes enfants, des difficultés à l'école, des fois peut-être de se faire des amis ou de se faire... parce que je sais... Bon, alors ils ont probablement des amis, je suppose. Ouais. Mais... Parce que pour moi, ça, on peut dire un petit levier que moi j'ai eu, mais... J'ai eu la chance de... Parce que t'es peiné, c'est ton enfant, tu vois qu'il a... Nous, on arrivait au tout début, on avait tout le temps, évidemment, on était à fond, on venait en vélo, on avait 2 kilomètres. Bon, quand t'as 6 ans, puis qu'il fait froid, c'est quoi ce bordel? Puis surtout, tu te compares, quoi. Oui, on a des aides sociaux, donc on se compare. Et si t'es le seul à faire ça, tu dis, je suis pas comme il faut. Point. Donc, je suis nul. C'est aussi simple que ça, et on se dit tout ça sur plein d'autres aspects. Et je le vois dans son œil, quoi. Presque, il est pétrifié de honte, quoi. Il se dit, purée, mais pourquoi ce père? Non, mais pourquoi cette vie? Et je vois ses copains qui le regardent. Et je lui dis, parce que c'est un hypersensible, mon fils. Donc à ce moment-là, je parle de mon fils, je pourrais parler de ma fille. Bon. Il essaie de lutter contre... Il ne faut pas en même temps... Il est pris dans... Je regarde mon père et je ne veux pas... qu'ils se disent... voilà, ça peut être blessant. Il le voit aussi, quoi. Il y a un amour paternel aussi. Exactement. Et je lui dis... J'ai eu cette sorte de lucidité, mais qui ne vient pas de moi, pour moi. Et je lui dis, mais est-ce que tu arrives à imaginer qu'il te regarde, ça se trouve, en se disant... Parce que j'en étais sûr, en plus. En se disant, mais waouh, incroyable. Il est venu en vélo, quoi. Mais c'est un héros, ce mec.
Et là, d'un coup, je l'ai vu changer, faire rentrer cette idée. Tu vois, c'est pour ça, la société, elle t'emmène plein d'idées. Est-ce que tu les laisses rentrer en toi? Où est la vérité? Tu as changé son prisme voilà. de Et là, vision. d'un coup, il fait, ouais, peut-être qu'il me regarde comme ça, purée, waouh, de ouf, quoi. Ton fils, c'est le plus petit des deux? Non, c'est le plus C'est grand. le plus grand, d'accord. Okay. Ouais. Mais à ce moment-là, c'était lui qui guidait aussi celui d'après, celle d'après. Donc, tu es fonctionnaire d'État. En parallèle, tu as mené plusieurs projets durant ta vie. Tu as voulu mener tu le fais souvent en courant parce que c'est ce que tu sais faire ou il y a peut-être un message derrière. Mais donc, tu es parti d'Angers, d'où tu vis, enfin juste à côté d'Angers, et tu es allé jusqu'à Davos, en Suisse. Donc, ça représente 23 marathons pour les gens qui nous écoutent. Et tu l'as fait en 23 jours, donc un marathon par jour. Qu'est-ce que ça représente d'aller à Davos pour toi et pourquoi tu fais ça? Ouais, Davos, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, on dit que c'est la capitale de la mondialisation. C'est-à-dire là d'ailleurs, pendant je sais pas, quelques jours, il y a 1000 personnes, les gens les plus riches ou les plus influents du monde, qui en général viennent en jet privé parce que c'est une station de ski perdue au fin fond de la Suisse, à 1500 mètres d'altitude, et puis donc ils se réunissent sous l'égide de quelqu'un qui s'appelle Klaus Schwab, dont le père était un gros industriel au temps d'Hitler, qui l'a beaucoup aidé pour le nazisme, quoi. Pardon, j'ai dit des faits, je suis navré parce que c'est tout de suite on se dit oh là là, de quoi il parle, mais c'est des faits. Et donc il a monté un forum économique où on prend un café il y a 40 ans. Bon. Et voilà. Ce que je dois dire, je peux dire comment moi je vois ça, mais pourquoi c'est arrivé, pourquoi j'ai fait ça, au fin fond, je ne le sais pas vraiment. Je suis juste un élan qui me dit tiens, fais ça. Bon. J'ai dit que j'ai vécu la dépression, donc ce qui fait que j'ai perdu mon travail. C'est-à-dire, j'étais plus en capacité d'aller au travail. Je passe les détails, c'est un peu plus complexe, mais voilà. Et moi, j'ai comparé ça à une expérience de mort imminente, parce que j'ai vu ça. Il y a un gars qui s'appelle Christophe Fauré, qui est un psychiatre, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle La vie au-delà. Il y a un parallèle et qui dit. Qui rassemble toutes les meilleures études du moment qui sont essentiellement anglo-saxonnes. Il y a énormément d'études sur ces questions et surtout énormément de cas de gens qui ont fait des expériences de sortie du corps, voilà, et qui disent, qui sont transformés par ça, qui d'un coup, en l'espace d'un instant, ils ont vécu un coma ou je sais pas quoi, ils reviennent et on le voit, on le ressent à travers eux et ils disent la vie est amour, quoi, en gros. Mais ce qu'il raconte dans ces expériences-là, il dit souvent ils mettent 5 ans à transformer leur vie pour la mettre en cohérence avec ce qu'ils ont ressenti. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Tu as un travail, tu as des amis, une famille. Donc tu modifies le regard qu'on a sur la vie. C'est important, Christophe Fauré, parce qu'on vit sur... l'idée que quand le cerveau meurt, toute notre médecine notamment est appuyée sur le cerveau meurt, nous sommes morts, il n'y a plus rien après. Ça, c'est pas religieux, c'est notre conception aujourd'hui, mais c'est une croyance. Parce que ce que dit Christophe Fauré et ce que disent les études, c'est que ce n'est pas démontré. Il n'y a rien qui le valide. Et il y a souvent d'ailleurs cette interrogation, quoi après la mort? Voilà, il y a cette interrogation. Rien ne valide ça. Et pourtant, nous intégrons cette croyance. Tu vois, comme on l'intégrerait un concept religieux, en fait. C'est très important. Lui, il dit ça. Bref. Moi, la relation amoureuse que j'ai eue avec cette personne, pour moi, elle est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'elle m'a connecté à une partie supérieure qui m'a imposé de petit à petit. Voilà. Et donc, me vient longtemps après, qu'est-ce que je fais? Et un matin, je me lève, c'est limpide. Je me dis, tiens, j'avais tous les éléments de ce projet. Je vais aller, au début, je me disais plutôt à Venise, peu importe, mais je vais faire plein de marathons. Et puis, je parlerai à des gens, je leur poserai des questions. Qu'est-ce que l'amour? Parce que pour moi, suivre l'amour, c'est peut-être la seule chose qui nous permettrait de nous sortir dans un monde qui est en multiples crises et qui semble-t-il au bout de quelque chose et qui a besoin de se renouveler.
Et on peut retrouver des problématiques dans chaque domaine, dans la psychiatrie, dans l'éducation, partout on retrouve problème de temps, problème de on ne s'écoute pas, problème de on veut de l'argent, etc. Donc on a partout ces mêmes difficultés. Donc j'avais l'impression que juste dire c'est quoi l'amour pour toi, juste poser cette question, ça nous ferait naître un guide pour chacun de nous. Okay. Tu fais donc ces multiples marathons, qui est quand même un exploit sportif, hein, mais ça, on pourrait y revenir, mais pour rencontrer des gens, donc tu rencontres des gens sur ton chemin, avec qui t'échanges, qui t'aident aussi peut-être pendant tes courses, je suppose, Ouais. parce que courir déjà un marathon c'est compliqué, en courir 23 d'affilée Ouais. c'est d'autant plus compliqué, donc il faut que tu te ressources, il faut que C'est tu ça. boives, il faut que tu manges Ouais. aussi je C'est ça. présume, donc plein de choses. Tu as tourné un film également sur cette course. Tout au long de la course, il y a des gens qui t'ont suivi, il y a des gens qui t'ont filmé, tu as pu faire un montage d'un film que j'ai pu regarder, qui est Merci. super. Bon. Non, mais Ouais. comme on en discutait avant, tu disais, nous, on a pris des caméras, on a filmé, on n'a pas fait... c'est pas hollywoodien, mais par contre, on retranscrit vraiment ce qu'on pense et ce qu'on aime. Donc, moi, je l'ai regardé de bout en bout. Je crois qu'il dure 50 minutes. Et je me suis pas ennuyé. Enfin, j'ai vraiment écouté ton histoire à travers ce film. Et donc, on le mettra dans notre vidéo YouTube si les gens veulent aller voir. Mais c'est vachement intéressant. Et puis, surtout, on voit les étapes que tu franchis et les interviews aussi que tu fais. Tu fais un peu du podcast pendant ton périple, on va dire. Et tu interviews des gens où tu leur poses cette question pour vous, qu'est-ce que l'amour ? Et tu essaies de récolter leurs réponses. Et en fait, on voit que selon les personnes, c'est différent. Ça peut être l'amour fraternel, l'amour paternel, l'amour d'une femme, d'un homme, ou religieuse. Et donc, c'est pour ça que tu as aussi sorti un livre, d'ailleurs, sur ça. Tu as écrit ce livre. Et si on parlait d'amour, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce livre ? Tu as écrit quoi dans ce livre ? Oui, c'est ce que tu racontes, c'est les étapes, puisque moi je racontais chaque étape, ce qui s'y était passé, les difficultés. Personnes que tu as rencontrées. Voilà, c'est ça. Et puis la question que tu posais, finalement, c'était pourquoi tu fais ça ? Et donc j'ai intercalé des récits de vie dans ce livre, qui est comme pour moi une introspection, avec des choses qui ont peut-être des traits universels, c'est-à-dire la rencontre amoureuse que j'évoque, qui sont mes parents, peut-être quels sont leurs propres traumatismes à eux, dans quelle mesure ils m'ont influencé, mais je le raconte juste comme je décris des scènes, donc qui j'espère sont agréables à lire, et qui rendent un parcours qui est le mien, humain, simplement. Voilà. On peut se dire, c'est du hasard. Et tu vois, ce film, peut-être ce qu'on peut dire, pour moi, on peut le résumer, c'est juste, on a le choix. Il y a cette phrase d'Osho, je crois, mais plein d'autres ont dit d'autres manières, qui est un maître indien, qui dit la peur chasse l'amour, mais l'amour chasse la peur. Et donc, au quotidien, on a toujours un peu ce guide de, voilà, j'ai peur, mais est-ce que j'ai envie de le faire, tu vois ? Et donc, moi, j'avais pas de caméra, j'avais jamais écrit un livre. Enfin, si, j'avais écrit un livre quand même avant, mais a priori, je sais pas faire ça, mais comme pour toi, tu vois. Bon. Ouais. Et puis, si tu dis, tiens, je sens que j'ai envie, bah là, tu vas avoir des signes qui vont te dire, ouais, c'est le bon chemin. Et puis, l'aide, elle va se mettre en place naturellement. Et j'ai découvert ça au fur et à mesure. Et quand même, peut-être je dis un point sur le film, c'est que voilà, j'avais pas de caméra, j'avais pas de moyens, rien pour le faire, quoi. J'avais pas couru évidemment 2 marathons de suite, etc. Donc j'avais toutes les raisons de me dire, c'est invraisemblable de faire ça. Et j'arrive à la fin, moi ça a changé quand même quelque chose en moi, c'est que j'arrive à la fin, souvent je demandais aux gens comment vous imaginez une fin, parce que je fais quand même un film, j'ai quand même l'idée qu'il y a un scénario, peut-être c'est bien qu'il y ait une fin qui a un intérêt. Et on arrive à 13h13, je le raconte, hein, tant pis pour ceux qui non, mais on me dit, tiens, arrive la veille, c'est possible, parce qu'il y a quelqu'un me dit, il y a des gens qui font un contre-sommet à Davos pour dire, nous, on veut faire l'inverse de ce qu'ils font, c'est-à-dire aller vers le vivant, la diversité, etc. Ils ne parlent pas ma langue,
Donc je réussis à faire 2 marathons une journée pour réussir à arriver la veille. Je sais pas où j'arrive. Et puis ces gens-là m'accueillent en formant un cœur autour de moi. On se comprend pas, mais il y en a qui sont en larmes. Et moi, j'arrive de 23 jours. J'arrive là au milieu. Et puis on lève la tête dans le ciel. Ils ont une équipe, ils ont un drone. Et le ciel est nuageux. Et ça s'ouvre pile au moment où on arrive, quoi. Et ça forme un cœur. Ouais, on le voit dans le film. Et on regarde tous et on fait purée, il y a un cœur dans le ciel. Et là, donc, tu disais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est organisé, ce qui doit arriver arrive. À ce moment-là, moi, je me dis, ouais, il y a quand même, tu es obligé de reconnaître, il y a un truc qui est bien foutu, quoi. Il y a des proches à toi, là, à Davos, quand tu arrives, ou t'es Ouais. que... donc certains sont venus en Alors, voiture. très précisément, j'avais une relation avec une personne qui m'a accompagné les derniers jours et qui était là. Ok. Ouais. Et où est-ce que tu vas puiser, là, parce que là, je parle de l'exploit sportif, enfin, où est-ce que tu vas puiser toute cette énergie? Parce que moi, j'ai jamais couru de marathon de ma vie, mais Ouais. toi, tu en avais couru un, tu as dit que tu n'avais jamais fait 2 marathons d'affilée. Comment tu te dis, je vais réussir à faire 23 marathons par jour, enfin un par jour? Est-ce que c'est épuisant? Est-ce que tu as ressenti de la fatigue, ou est-ce que tu l'as fait naturellement? Mais je pense que c'est une allégorie de la vie, ça. C'est-à-dire, c'est la question de la confiance. Dans ta Je pense tête? que ma meilleure réponse, c'est celle-là. Ouais. C'est-à-dire, et puis avec l'expérience que j'ai maintenant, c'est vraiment la question de la confiance. Alors, cela dit, pour des gens que ça intéresserait, il y a Philippe Guillemant, que j'avais beaucoup écouté, qui est un spécialiste de la physique quantique et de la physique théorique, c'est-à-dire qu'il assemble les meilleures connaissances de la physique pour en donner une lecture générale. Et ce qu'il dit, c'est qu'en gros, si tu as une idée qui te vient, d'une certaine manière, elle est déjà réalisée. Et moi, ça m'avait beaucoup guidé, c'est-à-dire je me disais, c'est comme si j'avais reçu l'image que j'allais faire ça, que j'allais aller à Davos. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais tout le temps, à chaque fois que j'avais des difficultés, je me disais, ouais, qu'on a tous dans la vie, hein, c'est-à-dire tout le monde ne va pas faire ce que je fais. Bien sûr. Voilà, moi j'ai quand même un parcours de sportif quand même, donc je connais mon corps, je sais ce qu'est l'endurance, donc voilà, j'ai des éléments pour faire ça, comme d'autres vont faire d'autres choses. Et ben je me disais tout le temps, à chaque fois qu'il y avait des difficultés, ouais, mais j'ai visualisé que ça allait arriver, donc j'étais sûr que ça allait se faire, quoi. Voilà. Et il y a une phrase que tu mets à la fin de ton film. Et puis oui, pardon, parce que oui, c'est vrai que je me disais, il me manque quelque chose, mais ça, tout le monde le vit aussi, c'est que tu vois quand ça marche pas. Si tu fais ton podcast et puis tu as tout le temps les micros qui coupent, bien sûr. ça se passe jamais bien. Je pense faut arrêter, quoi. Encore une fois, c'est qu'il y a un signe Voilà. qui te dit qu'il ne faut pas le faire. Que par contre, à l'inverse, c'est des tapis rouges tout le temps. Ouais. Et toi, c'est ce qui s'est passé? Tout Ta le temps. course, Tout le temps. tu croises toujours des belles personnes. T'as une personne qui... c'est quoi la plus belle rencontre que tu as fait durant ce voyage? Il y en a une qui te reste en tête à laquelle tu penses, ou un groupe de personnes? Ouais, il y en a tout le temps. Oui. Mais oui, on voit dans le film, par exemple, des gens... Pardon, je cherche leur prénom à l'instant, je ne l'ai pas, ils vont m'en vouloir. C'est atroce, ça va me revenir à la fin. Mais je suis désolé. Mais voilà, j'arrive dans un endroit, il est genre 21h, quoi. D'habitude, je savais où j'allais dormir, et puis je ne sais plus pourquoi. Ah oui, j'avais besoin qu'on emmène mon camion. J'avais un camion, puis j'avais besoin qu'on m'en emmène mon camion sur l'étape d'après. Et 21h, je suis dans une petite ville de 1000 habitants, tout est fermé, les volets fermés. J'ai dit, c'est mort. Puis au dernier moment, je me dis, allez, je tente ma chance, je vais dans la ville. Et là, je vois une maison, et il y a quelqu'un qui fait un barbecue sur la terrasse. Il y a un drapeau bleu, blanc, rouge. Olivia. Et rattrapé. Et je vois son mari, donc il est en train de préparer le barbecue, bleu, blanc, rouge. J'ose dire bonjour et j'ose dire j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Et puis ça se termine qu'il m'invite et que je dors à la maison, quoi, quasiment. Donc, parce que systématiquement, tu dors soit chez les gens, soit dans des campings, soit dans ton camion. Dans mon camion aussi. Dans mon camion, mais par contre, je devais trouver des gens pour m'emmener. Emmener le camion sur l'étape d'après.
parce que je transportais mon matériel, une guitare Ouais, qui me bien permettait sûr. de rentrer en contact avec les gens. Et aussi, ben, le camion était aussi prétexte à parler avec des gens. Parce que c'est pas forcément évident pour moi de... Enfin, je m'étais dit, comment on fait pour parler à des gens de ce qu'on a de plus intime, quoi. C'est pas facile, quoi. Ouais, c'est clair. À la fin du film, tu mets une phrase de Martin Luther King qui m'a plutôt parlé, moi personnellement. C'est: nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Mm. Et je trouve ça vraiment intéressant aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, où on vit à 1000 à l'heure. On prend plus le temps de faire attention à notre voisin d'à côté parce qu'en fait, euh, la vie est compliquée pour certains, donc ils pensent plus à leur personne que aux autres. Euh, et que Martin Luther King dise ça, qu'on doit vivre ensemble, Mm. on doit apprendre à vivre ensemble, et sinon on va juste s'écarter les uns des autres et on va tous Mm. mourir idiots. Ouais. Je trouve une belle phrase, enfin en tout cas Mm. bien choisie, et en tout cas qui résonne dans la vie des gens, que je pense qu'ils vont regarder ce Bah, film-là. c'est super, moi, je trouve, en tout cas, tu fais une très belle interview. Je trouve- Non, mais je te remercie parce que c'est très juste, je suis content que tu relèves ça. Parce que... Je trouve que faut ima- ça résume bien ta mission aussi. Oui, Cette oui, alors phrase-là. mission, ça paraît un peu grandiloquent, mais c'est toi qui le dis, donc je vais pas, je te laisse dire ce que tu dis. Mais en tout cas, il faut imaginer Martin Luther King, c'est-à-dire dans ces années-là, ce qu'était la place des Noirs, quoi. Ouais. Donc quand voilà, tu prends des injures, des humiliations, même des gens de ton camp qui disent ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est hyper dur, quoi. Et puis que toi, tu as le courage de venir dire, il n'y a pas d'autre alternative que celle-là. Et quelque part, c'est pas discutable. C'est-à-dire, pour moi, ça relève deux éléments, quand tu relèves ça, que tout le monde est obligé de reconnaître. La première, c'est que à ce stade, on n'a pas encore vu complètement Enfin, il y a des gens qui ont vu des extraterrestres, mais et peut-être que les petits chats en sont des extraterrestres. Pardon. Mais globalement, c'est un miracle, la vie. Enfin, je veux dire, on sait aujourd'hui qu'il y a des milliards d'univers comme le nôtre. Enfin, c'est invraisemblable quand tu y penses 2 secondes alors qu'on est juste là. Et que tu peux retrouver ça dans notre microcosme, quoi. C'est l'infiniment petit. Bah, rien que ça, tu dis, mais tout ce qu'on vit, cet instant présent, il est complètement dingue. Ma fille me disait encore hier, elle dit, mais tu y penses que l'instant qu'on vit, on ne va pas le vivre 2 secondes après, il est fini. Oh, et en même temps, tu peux tout le temps bon, etc. Et puis l'autre aspect qui est incroyable, qui est relevé dans cette phrase, de la fragilité de la vie, bah, c'est que tu le veuilles ou non, on est ensemble. C'est pour ça qu'on a fait dans notre logo du dernier truc, Semons l'amour. Les gens pourront retrouver d'ailleurs les films comme ça dans semonslamour.org. On a fait un cœur qui est coupé en deux, avec rose et rouge, comme ça. Eh ben, on peut dire, hommes et femmes, nous sommes différents. Nicolas, Antoine, nous ne sommes pas un. Etc. France-Palestine, enfin pardon, Israël-Palestine, etc. On a plein de raisons de s'opposer. Ouais, mais noir et blanc. Ouais, mais à la fin, on est quand même ensemble. Hein. Tu peux te battre avec ton voisin, il reste ton voisin, c'est comme ça. Et donc, on voit bien, du coup, ça t'amène à dire, bah, quand tu fais quelque chose à l'autre, tu te le fais à toi. Et au fond, ça, on retrouve ça dans la Torah, paraît-il. Bon, pardon, pas... mais c'est un truc qu'on m'a raconté, hein. J'ai pas lu la Torah. Il paraît qu'on reflète notre monde. Tu reflètes ton monde intérieur, au fond. Donc, celui qui fait le mal, quelque part, ça symbolise la violence qu'il y a en lui. Mais il ne le sait pas toujours. Il a même besoin de faire ça. Il a peut-être vécu des choses. Par exemple, pardon. Je pense qu'il n'y a rien de hasardeux. Pardon. Mais je dis, c'est ma liberté de parole. Non, mais bien sûr. Et je peux me tromper. Non, voilà, mais... que ceux qui m'entendent et qui seraient choqués se disent c'est que des propos de quelqu'un qui est fou et qui va changer d'avis de toute façon dans 2 secondes. Mais quand on sait les Juifs, c'est difficile de parler de ça sans... Mais moi, ce que j'en retiens, ça m'interroge quand je suis allé, tu vas en parler après, mais je suis allé à Gaza, puis je vois un mur de 10 mètres de haut, 3 mètres de large, personne ne sort, et puis on les tabasse à l'intérieur, et on tue des gosses. Eh bien, cette situation-là, faite par des gens qui passent leur temps à prier, pour qui la religion juive, et donc je viens de citer la Torah, donc,
qui passent le temps à faire ça, qui envoient leurs gosses faire ça, qui ont des raisons de le faire à ce moment-là, mais qui ont vécu, puisqu'on parlait de Davos un petit peu avant, avec qui, voilà, j'ai raconté un petit peu l'histoire de Klaus Schwab et ce qu'a été la condition juive. Bah, tu peux là aussi te dire, tiens, ils ont vécu ça, ils font ça. Est-ce que peut-être qu'ils ont besoin. Et c'est pour ça que c'est complexe. Voilà. Enfin, moi, je suis pas allé. Je dis ça, et pardon de ceux que je peux choquer, bien sûr, mais je peux pas ne pas dire que je le vois. Ouais, bien sûr. Je vois aussi ça, au milieu de toute la complexité. Tu viens de nous parler que tu es allé à Gaza, donc ça me permet de rebondir. Il y a un second projet que tu fais. Cette fois-ci, c'est d'aller d'Angers à Jérusalem, enfin à Gaza donc. Parce qu'à l'origine, c'était d'aller à Jérusalem et tu as prolongé jusqu'à Gaza. Donc, ce qui représente plus de 100 marathons, donc cette fois-ci. Enfin, 100 marathons en 100 jours. Plus, ça aurait été trop. Mais donc là, c'est encore une deuxième étape. On franchit un cap, déjà sportivement. Là, moi, je savais même pas qu'on pouvait courir plus d'un marathon. Donc 100. Moi non plus. Mais j'ai pas complètement tout le temps couru. Mais d'ailleurs, quand tu cours autant, tu t'es blessé ou... Un peu. Un peu, ouais. Parce que le corps, il est là pour encaisser des... Enfin, on dit un marathon, c'est choquant pour le corps. Ouais, c'est vrai. Alors après, bon, si on rentre sur ce point, effectivement, bien sûr que ça montre... on dit, ce dont on a le plus peur, c'est pas nos ombres, mais c'est notre propre lumière. Ce qui pourrait être une allégorie aussi de notre propre corps, c'est-à-dire qu'on le sait, voilà, il a des potentiels infinis presque. Mais faut être attentif au concret quand même, quoi. Et donc, il n'y a aussi pas de miracle, c'est-à-dire qu'il faut faut être lucide. Donc moi, par étapes, donc je courais lentement. Si tu veux courir longtemps, il faut aussi courir lentement. Donc je cours pas. Voilà, moi j'ai un record de marathon à 2h55 à La Rochelle. Donc là pour les gens c'est rapide, 2h55. Oui, c'est rapide, ouais, effectivement. Et voilà, ouais. Donc là par contre je courais très lentement. J'ai peut-être fait les étapes en 6 heures, quoi. Donc ça n'a plus rien à voir parce que je m'arrêtais, parce que je devais rencontrer des gens, m'alimenter, faire des photos pour raconter. Donc c'est tout à fait autre chose. Par contre, j'essayais de courir tout le temps, à peu près entre 8 et 10 km/h. Et puis c'est arrivé à des moments parce que j'ai traversé les Alpes sur 700 km. Vous regarderez la route, vous tapez Google Maps. On mettra les cartes d'assaut dans l'interview, mais oui, c'est un bout d'un moment, tu es obligé de traverser les Alpes. Voilà, traverse, on prend. Moi, j'ai pris beaucoup de grosses routes pour être au plus direct. Donc c'est sur de bords de route. Bref, il y a plein de complications. Donc il y a eu des moments même où j'ai été blessé, où ça m'est arrivé d'appeler un copain, pas appeler, d'envoyer des messages à un copain ostéopathe, qui me dit, tiens, je pense que c'est ça. Donc voilà, tu apprends aussi sur ton corps, tu dis, ah ouais, ça se peut. J'ai même appelé un copain cardio, parce que j'ai eu quand même là 4 fois, il y a eu canicule. Et donc moi, je me suis retrouvé à 14h en train de courir au milieu de nulle part, et il fait 40 degrés, parce que là, on était en pleine canicule. Là, c'est pas bon, quoi. Puis t'as plus rien. Moi, j'avais plus rien à boire. Là, le cœur, il est monté et ça pétait parce qu'au fait, je buvais trop d'eau et ça a lessivé le corps. C'est des trucs complexes, mais c'est ça qu'on a compris avec le cardio. Et là, je me suis dit, ah ouais, faut que je boive du sucre, quoi. Sinon, ou du sel, peu importe. Mais il a fallu 4 fois où j'avais le cœur, et là je me tombe par terre, c'est mort, quoi. Et je me suis dit, est-ce que tu as envie de mourir là au milieu, quoi? C'est quoi le projet, quoi? C'est quoi que ça raconte comme histoire? C'est pourri, quoi. C'était pas le projet initial. Ah non, ça va pas. Puis je me disais, mes enfants, purée, mais là va falloir assumer. Ton père est parti sauver le monde, puis en fait il est mort. Il est mort de manière idiote. Bon, c'est pas arrivé, heureusement. Et c'est pas arrivé, voilà. Comment tu gères d'ailleurs ça, laisser tes enfants pendant 23 jours, pendant 100 jours Ça, c'était le point le plus important. Ouais. Ça, c'est un point clé parce que... Tu as demandé à tes enfants avant de faire ce projet? Je vais raconter ça, carrément. En fait, ça se passe de la manière suivante. Il y a eu un entre-deux, d'ailleurs, juste avant, j'ai fait un film l'année d'avant qui était
j'ai pas fait dans l'ordre. Non, mais mais ça, mais tu peux en parler. Je comprends, mais je fais juste ce petit aparté là, important pour comprendre peut-être ce qui s'est passé en moi dans une certaine forme de logique, que j'ai l'impression, mais encore une fois, pourquoi ça s'est passé comme ça. Le premier, c'est et si on parlait d'amour. Le deuxième, c'était, j'ai été voir le maire de ma commune, 6000 habitants, et puis j'ai dit, peut-être ce qui serait plus logique d'en parler, c'est de voir est-ce qu'on pourrait le vivre, nous, ici. Comment on ferait si on changeait tout d'un coup? Et au lieu d'avoir un projet politique, on arrange le truc, comme on met des rustines, juste on parle d'amour. Et on voit ce qui se passe. Puis on suit notre élan. Et donc, moi, j'ai couru 150 km, et puis le maire, avec 18 autres habitants qui ont accepté voilà, de filmer, blabla, sont allés demander. Et puis on a arrêté Hyper U, enfin, qui est le plus gros magasin, pour juste que les gens fassent des cœurs. Comme pour dire, dans l'endroit qui paraît vraiment le symbole de notre monde, comme tu as décrit, inhumain, etc., est-ce qu'au fond, on ne veut pas tous la même chose? Est-ce que juste se le dire, c'est pas déjà mettre une graine de on tente ou pas? Ouais, non, mais... Et de toute façon, tu Voilà. as toujours été bien reçu Voilà, mais quand tu temps, as fait ces projets, n'importe Exactement. lesquels que ce soit. Mais voilà, j'arrivais, Les gens, le directeur du Perru, il m'a fait des banderoles de 10 mètres gratos. Ouais. Il m'a ouvert son magasin, on pouvait parler de... Non mais attends, d'où ça sort ça? D'où ça sort? Bon bref, Mais ce film, je l'ai aussi vu, hein, parce que avant de te recevoir, j'ai retracé toute ta vie. Mais non, mais c'est important de bien préparer. Comme je te disais, moi, je suis très c'est ce que je vois. rigoureux et j'essaye de faire les choses bien en tout cas. Et c'est aussi un bon film qui est différent du premier. Hein, il n'est pas tourné de la même façon. C'est Et donc ça. tu fais On a 150 mis plus de km. moyens, ouais. 150 km en 24 heures. Les habitants de Murérigné, donc la petite commune dont tu parlais, se rencontraient entre eux. Le maire est allé interviewer le prêtre de l'église et allé interviewer une vieille dame. Enfin voilà. Les gens dans le Hyper U, on voit tout ça dans les images. On mettra le lien de ce deuxième film également. Ouais. Mais à ce moment-là, quand tu dis 150 km en 24 heures, c'est sans t'arrêter? Ouais, c'est ça. Non, pareil, c'est en 24 heures, donc réussir à faire 150. Mais je me retrouve, parce que je porte tout à Hyper U, à gérer tout le monde pour avoir les caméras, un maximum d'images. Donc là, je mets une énergie de taré en me disant, vraiment, si on réussit... Imagine-toi arrêter Hyper U, même pour les gens qui vivent ça. Et quand même, il se passe un truc. Puis moi, mes enfants, ils vivent là. Donc tu vois, moi, j'ai vécu dans la ville où tu vis, elle est importante dans ton histoire, pour tout le monde. Donc je me dis, là, on peut marquer... Bon. Et donc là, pendant 3 heures, je suis arrêté, et je donne, et à la fin, je suis vidé, quoi. Je ne peux plus courir. Moi, je me dis, pourquoi je fais ça, quoi? Donc tu as tout le temps ce doute, c'est important de dire ça. Tout le temps, quand on suit notre élan du cœur, on a un moment de doute. Et tu vois, quand je suis sorti de ce moment, il est 19 h, tout le monde rentre chez soi, ils vivent leur vie, peinard. Et je me dis, pourquoi? Pour qui je me prends là? Et moi? Qui c'est qui m'aime moi, quoi? Et c'est trop marrant parce que je dis, allez, je recours, c'est hyper dur. Et j'arrive, je vois une copine, ils sont sur une terrasse, ils sont en train de faire un barbecue. Et les gens que je ne connais pas, ils m'invitent. La dame, elle a 70 ans, elle me file son t-shirt, elle me dit, va prendre une douche. Je me mets au truc, je prends 2 heures. Et je me dis, tant pis, je vais peut-être pas faire les 150 bornes. Mais là, ils sont là, ils me donnent plein d'amour. Et je repars. Et je finis et je fais les 150. Ouais. Et on voit que tous les gens t'attendent à ton arrivée. Et que pendant tout ce temps-là que tu courais, toi, les gens de la commune écrivaient des poèmes sur l'amour. Donc bon, c'est un peu atypique ce que tu as fait et où tu veux faire passer ce message de vivre ensemble au lieu de se taper dessus, hein, concrètement. Hein, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les informations. Hein, ce qui est un peu dramatique avec la guerre qui se passe au bord de l'Europe. Exactement, je pense que c'est poser la question où pour moi il y a une incohérence, puisqu'on dit tous qu'on veut la paix, qu'on veut l'amour a priori, et finalement c'est pas ce qui se passe. Mais je pense que c'est aussi valable pour moi. On est pris là-dedans. Mais je reviens à ta question. C'était par rapport à tes enfants. Voilà. Et ça a fait le dernier projet, c'est-à-dire de partir à Gaza. Donc ça s'est passé l'année dernière, précisément. C'était le 6 janvier, je crois. Je suis chez mes parents, je pars courir. Et puis,
pareil, l'idée me vient. Alors, elle me vient peut-être pas là non plus de nulle part, quoi. C'est-à-dire que je me visualise face à un soldat, comme si juste je me vois le regarder, puisqu'à ce moment-là, au moment où on était, on savait qu'il y avait 400 000 soldats, des jeunes. Le service est obligatoire de 3 ans pour les garçons en Israël et de 2 ans pour les filles. Donc je regarde Elisa qui est très jeune, faut imaginer Elisa qui part avec une arme et qui va tuer des gens. C'est ça. Enfin, disons les choses. Hein. Donc on arrête un petit peu WhatsApp 2 secondes, quoi. En l'occurrence, elles ont pas, on les envoie pas à Gaza. On les envoie pas dans Gaza. Et ça, c'est intéressant aussi parce que je crois que les filles sont différentes de nous. Je ferme cette petite parenthèse. Et il se trouve que j'étais allé en Israël et en Palestine 6 mois avant. J'y suis allé. Et que j'avais croisé aussi des soldats dans les gorges d'Engedi, qui est proche de la mer Morte. C'est un endroit important parce qu'il y a des gens qui disent que c'est là que Jésus-Christ aurait été dans le désert, appris beaucoup de choses, est devenu celui qui va avoir la vie publique qu'on sait. Et là-bas, je vois ces soldats qui étaient à ce moment-là. Ils n'étaient pas encore là-bas, hein, mobilisés, mais ils se préparaient. Mais comme des jeunes gens, des jeunes hommes qui ont des abdos incroyables, qui fanfaronnent devant les filles, d'autres complètement perdus là au milieu, genre hypersensibles, qu'on croit fous, mais qui sont peut-être l'inverse de la folie. Et j'avais envie d'aller voir d'ailleurs ce jeune homme et j'y suis pas allé. Comme j'avais envie d'aller voir les autres et j'y suis pas allé. Et peut-être ça a joué. Bref, et j'ai cette image-là, et je reviens dans la maison, je vois ma fille notamment, donc, et je lui dis, je suis surexcité. Je lui dis, je sais ce que je vais faire. Mais c'était évident. Non, mais c'est drôle parce qu'on la voit dans les reportages. Enfin, ton fils, on le voit pas, je crois pas. Il aime moins. Lui, il filme. Lui, il filme. Mais ta fille, on la voit et elle se prête bien au jeu d'ailleurs. Ouais. Et tu lui dis, j'ai une nouvelle idée, je vais aller à Jérusalem en courant. Ouais. Et là, elle sait, parce que moi, forcément, je suis cette actualité. Je me dis, purée, on est dans cet endroit où il y a les 3 religions monothéistes qui sont nées. Donc les musulmans, les chrétiens et les juifs. Donc c'est une terre qui porte notre histoire judéo-chrétienne, qu'on le veuille ou non, qu'on croit ou non. Oui, bien sûr. Elle est dans notre langage, elle est dans notre manière de voir le monde. Aimez-vous les uns les autres, c'est présent que tu crois ou non. Bon, il se tape dessus depuis toujours. Et là, de la pire manière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit dans les actualités tous les jours. Donc c'est comme quelqu'un est violé devant nous, puis on ne peut rien y faire. Et pour moi, symboliquement, c'est ça, c'est poser la question. Ok, on a des incohérences, mais est-ce qu'on a envie que ça change? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que je suis le seul à vouloir que ça change? C'est ce mouvement-là. Bon, et je reviens à ma fille. Peux-tu poser une question qui est à hauteur d'homme, quoi. Je viens la voir et je suis tout excité. Je lui dis, ça y est, je sais. C'est sûr, je vais faire ça. Mais elle, tu vois, on a toujours du mal à comprendre ce qui se passe pour l'autre. Elle se dit, mon père va mourir. Ouais. Et je sais qu'il va le faire et il va mourir. Et t'en fais part à ce moment-là? Et à ce moment-là, elle a un silence. Ok. Elle a un silence et elle sait que c'est juste que je vais faire, que c'est mon chemin à moi, quoi. Et elle s'en va. C'est la première fois que je le vois. Tu sais, dans les grands moments, il y a l'œil du cyclone, il y a le moment de grand vide. Elle part dans la salle de bain et j'entends une explosion de sanglots comme jamais. Pareil que, tu vois, j'ai décrivé mon fils, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas me l'envoyer à moi. Elle voudrait être capable de le gérer et voilà, ça me déchire, bien sûr. Ouais. Et pareil, j'ai une sorte de lucidité qui me conduit à lui laisser quelques instants. Et après, je vais la voir quand la grande tempête est passée. Et je me vois poser ma main sur sa poitrine et lui dire... parce que quelque part, il y a une partie de moi qui sait qu'en effet, je dis, c'est bizarre, je vais dans un endroit où je vais peut-être mourir, quoi. Enfin, et je peux pas m'empêcher de le faire. Et je lui dis, tu sais que quoi qu'il se passe, je serai là.
quoi qu'il se passe, tu le sais que je serai là. Et c'est comme si elle savait mieux que moi encore ça. Et que l'instant d'après, elle est apaisée. Et elle reprend ses trucs. Et après, mon fils, lui, il a eu plus de mal. On a dit, tant que t'es pas OK, j'y vais pas de toute façon. Donc il a mis 2-3 semaines. Tu étais à l'écoute de tes enfants. Si c'était trop dur pour eux, tu l'aurais pas fait. Oui. Si j'avais pas eu l'impression... Enfin, j'avais dit, si vous ne validez pas, voilà. Et en fait, après, elle a rejoué, c'était OK. Elle avait confiance. C'est long, 100 jours, on s'imagine pas. J'ai pas d'enfant encore, mais j'en aurai, j'espère, un jour. Alors, tu en auras. C'est ça. Mais c'est long, 100 jours. Quand on voit la relation qu'on a entre père et fils, j'ai des amis qui viennent d'avoir leur premier enfant. Ils deviennent fous. C'est la prunelle de leurs yeux. Même moi, je deviens gaga de ces petites créatures qui arrivent. T'as des nouvelles pendant l'aventure de tes enfants? Comment ils t'appellent? Alors, il y a plusieurs choses. Au moment où, donc c'était l'année dernière, donc non, ils avaient 12 et 14, quoi. Donc, elle a un téléphone, alors, notamment ma fille qui est plus prolixe. Donc, elle m'a envoyé... non, mais tu peux même pas imaginer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la présence, quoi? Christian Bobin, qui est un poète que j'adore, qui est décédé il y a 2 ans, qui dit pour lui que c'est pas évidemment, il a les mots d'un poète, mais il y a, voilà, regarde bien la montre, mais que pour lui la frontière entre la vie et la mort, qu'est-ce qui fait que Victor Hugo, à des moments, on le cite là, il va être très présent. Voilà, donc tu peux être présent avec quelqu'un puis tu l'es pas vraiment. Donc ton grand-père peut-être il t'accompagne tout le temps. Enfin, Et donc ma fille, par ses SMS, jamais elle a été aussi présente, quoi. C'était incroyable, quoi. Et puis j'ai eu la chance, une amie, Karine, qui était présente dans l'aventure, les a amenés, on était en Croatie. Donc ils ont vécu l'aventure, ils ont couru avec moi pendant 15 jours. Et pareil, moi je m'étais dit, ça va être des vacances, enfin je les prive un peu de... c'est pas aller à Disneyland ou à la plage, quoi. Donc c'est faire du stop, c'est courir avec papa, c'est voir papa défoncer à la fin d'une étape. Et en fait, par exemple, ils ont fait un jour du stop. Donc moi, j'y étais pas à ce moment-là. Donc, c'est eux qui m'ont raconté. Avec quelqu'un qui était très riche, voilà, qui leur a offert une pastèque, qui leur a donné 10 € parce qu'ils croyaient qu'on était pauvres. Personne fait du stop à cet endroit où on se retrouvait à courir. Ils ont dit, mais c'est incroyable ce qu'on a vécu, quoi. Voilà. Ouais, je pense que tu disais à l'école, ils pouvaient se sentir au début différents, mais ils vivent tellement de choses donc différentes des autres enfants. Comme chacun. Que ça va les former, ça va... Enfin, on devient l'expérience qu'on a vécue. Toute expérience est bonne à prendre. Pourquoi ils ont choisi ce père? Ils regretteront devant le psy. Voilà, point. Il n'y a pas de solution. En fait, tu peux pas choisir. Mais ok. Gaza, tu disais que c'était dangereux. Enfin, c'est dangereux. Pour les Gazaouis, en tout cas, et pour les soldats aussi. Et donc, toi, tu décides de te rendre là-bas quand même avec les risques que tu peux encourir. Quand tu arrives là-bas, qui tu rencontres? Est-ce que tu arrives à faire passer ce message d'amour? Est-ce que tu discutes avec des gens là-bas, des locaux? Oui. Alors, beaucoup de questions. J'essaie d'organiser. Non, mais c'est justifié, je pense. D'abord, je m'étais beaucoup posé la question. Nous, on parlait de Jérusalem, qui était plus consensuel, parce que c'est très difficile. Tu as tout de suite l'impression que tu prends un camp et pas l'autre. Il y a des gens qui sont... Palestine libre, moi je pense que la vie de tout homme doit être respectée, quoi. Enfin, mérite d'être libre, oui. Et puis après, moi aussi je peux me mettre en colère, quoi, si on m'agresse, quoi. Donc c'est difficile de ne pas être concerné et en même temps d'avoir un positionnement juste, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'on est forcément concerné en réalité, puisqu'on est, comme on a dit, tous liés. Et en même temps, comment être juste, quoi. Donc tout ça, c'est des questionnements auxquels j'ai pas forcément la réponse. En tout cas,
celles qui ont été les miennes dans cette trajectoire-là, c'était au départ de parler de Jérusalem. Et puis donc moi, la question du Christ était importante. Enfin, je suis obligé d'en dire un mot. C'est-à-dire, c'est un parcours qui m'inspire, quoi. Donc, est-ce que c'est réel ou pas? On pourrait dire presque peu importe. C'est-à-dire que pour moi, il fait figure de quelqu'un qui est inspirant, quelqu'un qui, au fond, a un message très simple, qui dit, au moment où il est, voilà, il y a des prêtres qui sont corrompus, il y a des marchands du temple. Donc, je peux prêcher autour de moi, mais il y a un moment, je vais m'impliquer dans cette affaire-là et je vais carrément aller à Jérusalem. Et peut-être que je vais y laisser ma vie, mais je vais dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça me dérange, quoi. Voilà. Et il y a parler et il y a agir. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous guider tous. On peut tous dire, ouais, je trouve que ça serait bien qu'il y ait la paix. Et puis, t'engueules tes gamins et tu t'excuses même pas alors que tu sais très bien que tu n'as pas été hyper juste. Bon, et on a tous le droit à faire des erreurs, quoi. Et donc, voilà, moi, et donc, quand j'arrive là-bas, c'est ça, au fond. Je peux pas, à un moment, j'ai parlé d'amour, tu vois, je suis pris moi-même par le truc, quoi. Et donc, ça m'a emporté. Et quand j'arrive là-bas, je me dis, je fais quoi? Ça m'a conduit à dire non, ce qui est juste, c'est tu vas à l'endroit où c'est le plus, le plus symbolique, le plus fort, quoi. Et c'était là que ça se passait. Là où il y a des gens qui en tuent d'autres. Et moi, je suis sensible autant aux soldats qui tue, qui va porter ça dans sa mémoire, qui va regretter. Je suis certain qu'il va regretter, quoi. Si Elisa, non, pardon, Elisa, c'est atroce, mais tu vois bien. Chacun d'entre nous, quoi. Bon. Et donc voilà, je suis allé là-bas. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas rentré. J'ai réussi à aller parce que personne n'allait là-bas. Et dans les vols, personne n'était osé là-bas. Personne n'ose y aller même. Donc j'étais tout seul là au milieu. Et puis en fait, quand tu arrives là-bas, tu te rends compte, à Tel Aviv, c'est la vie normale. Ouais. Parce que c'est ultra sécurisé. Donc finalement, je me suis dit, bon, ça a l'air de bien se passer, donc je continue d'avancer. Donc quand même, je ne te dis pas que j'avais pas peur. Hein. Je me dis, voilà, on va sûrement m'arrêter. Et puis tout le temps, j'avais cette idée-là, hein, d'ailleurs, de me dire, est-ce que je suis OK de vraiment aller au bout? Est-ce que, imaginons qu'il y ait 10 000 personnes qui disent, ouais, t'as raison, on y va, et vraiment on va changer le monde maintenant. Ils vont me dire, vas-y, tu rentres. Qu'est-ce que tu vas faire là, à ce moment-là? Donc il faut quand même être prêt à ça. Donc la question à travailler, mais au final, quand j'arrive dans les 4 derniers kilomètres, pour faire court, là, il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus que des voitures militaires et des gens un petit peu extrêmes, hein, l'extrême droite qui sont là et puis qui disent, nous, avec les grands drapeaux, je dis ce que j'ai vu, hein, ce n'est pas la totalité, moi j'ai vu ça. Bon. Et je peux avoir mon filtre. Mais des grands drapeaux israéliens, puis qui disent, ouais, on ne veut pas qu'il y ait de camions qui viennent nourrir les gens à l'intérieur, qui ont mis en otage, qui sont le mal. Bon. Et en fait, tout le monde me laisse passer. Donc j'arrive devant ce mur, et là, je vois des soldats, des jeunes hommes de 18 ans. Ils parlent anglais, je fais coucou. Il me fait coucou. Donc j'ai dit, bon, je m'approche. Et je me dis, là, je suis arrivé pour moi. Déjà, je suis arrivé. Ouais. Et peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de parler comme j'avais eu l'image. Moi, parce que je ne suis pas là pour... Moi, je me suis dit, attends, ça va. C'est pas moi de changer le... Je pense que j'ai bien fait ma part, là. Après, je ne vais pas me taper sans marathon tout le temps, quoi. Si le monde doit changer, faut que les gens en aient envie. Et j'ai à respecter ça. Donc je me retrouve tout seul. Moi j'avais l'image, je viens voir un soldat. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je crois que je suis arrivé au bout. Et il se passe un truc quand même hyper chouette, c'est que j'ai pu parler à une dizaine de soldats, notamment un qui s'appelle Jonathan, qui avait été enlevé par des... Enfin, sa famille était française, il était arrivé en Israël à 2 ans. Et souvent ils viennent parce qu'ils disent en banlieue parisienne, c'est dangereux. Parce qu'on dit sale juif dans la cour. Ils trouvent ça c'est dangereux. Je comprends, quand tu le vis au quotidien, ça doit être très chiant. Et eux, ils disent,
être là-bas, c'est être en sécurité. Parce que là, ils ne nous disent pas ça parce qu'on les flingue, sinon... J'exagère, pardon. Pardon, enfin, Ouais, non, non, mais... vous m'excuserez parce que je sais que c'est des sujets sensibles. Et en même temps, ben voilà, lui, maintenant, il se retrouve dans cet endroit où de temps en temps, il rentre. Il m'a expliqué ça. De temps en temps, il rentre à l'intérieur et il tire. Et après, j'ai eu la chance de parler avec des filles. Il m'a dit, toi, tu peux, mais moi, je ne peux pas parler avec elles. Ah, c'est dingue. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne peux pas parler avec elles? Mais ça, ce petit moment de silence. Parce que quand tu parles à une fille de 18 ans, il se passe autre chose quand tu es un garçon de 18 ans. Quelque chose que tu ne pourras jamais maîtriser. L'amour. Voilà. Mais c'est... À mon avis, hein. Non, mais c'est assez impressionnant. Et c'est pour ça qu'à mon avis, elles ne sont pas autorisées à aller. On dit oui parce que les filles sont trop fragiles, trop sensibles. Moi, j'ai une autre hypothèse, je ne peux pas la vérifier. Que les filles, elles portent encore plus fort l'amour que nous. Elles ont plus la capacité. C'est ça qu'on dit, on dit dans un des films, c'est le prêtre qui le dit, qui est allé, lui, 30 fois, Gérard Fouquet, 30 fois là-bas, qui connaît très très bien les écrits traditionnels, et qui dit, voilà, la femme, elle a plus de facilité, parce qu'on lui a laissé davantage, peut-être aussi, la sensibilité, on l'autorise peut-être un peu plus. Donc la sensibilité qu'on a, elle est là aussi pour nous guider. On essaie de dire non, non, mais t'as pas mal. Oui, mais si tu sens ça, tu sens la vie. Ok. En tout cas, enfin, je suis pas allé dans ces pays, je n'ai jamais visité, donc je vois que par le prisme des médias qui me retranscrivent voilà. ce qu'ils veulent nous montrer. Mais quand toi tu me le racontes et que tu dis que ce jeune il rentre et il peut fusiller de sang-froid, ils peuvent pas en sortir. De sang-froid, enfin, je peux pas trop dire. Oui, mais on sait pas, mais en tout cas ils peuvent pas en sortir indemnes. C'est obligé que mentalement ça ait joué sur leur mental. Oui, puisqu'on peut dire aussi, je pense, pour avoir parlé à des gens à Tel Aviv, voilà, qui sont caissières, une femme qui est caissière et qui vit là-bas depuis 30 ans, pareil, qui était française. Elle dit non, mais il n'y a pas de problème. Ouais, tout se passe bien. En fait, parce qu'on a une forme aussi de déni, c'est-à-dire que bien sûr qu'ils voient les hélicoptères de l'armée qui rentrent d'opération 30 km à côté, hein, donc c'est le jardin pour nous. On nie des choses. On nie ce qu'on n'a pas envie de voir. Mais aujourd'hui, ma vision, c'est que je peux faire une digression. Ouais. C'est pour comprendre peut-être dans l'état psychologique dans lequel je suis. Moi, j'étais à ce moment-là beaucoup dans... voilà, je viens d'un endroit où j'avais des parents militants quand même. Et donc, j'étais très investi tout le temps en me disant il faut sauver la planète, etc. Et j'ai vu quelqu'un en conférence qui fait de la musicothérapie et qui dit que tout est vibration dans l'univers. Il y a la fréquence de Schumann pour la Terre. Et on sait qu'une fréquence, une musique, qu'on peut mesurer par des hertz, elle vient faire des mandalas, c'est-à-dire qu'elle vient bouger un grain de sable, si on l'observe sur un morceau de verre, et ça crée des mandalas, ça les déplace en fonction de la note qu'on change. Et donc le mandala est différent. Et il montre que dans le cosmos, on retrouve ça. Les planètes forment des mandalas. Et donc, il n'est pas impossible que nous soyons une conscience qui utilise la matière pour créer simplement du mouvement. Ce qui permet de se dire que le bien et le mal sont des valeurs relatives qui se font juste bouger. C'est-à-dire que moi, j'ai fait, après tout, ça parce qu'il y a Davos. Et que plus il y a Davos fort, plus des gens comme toi, comme chacun de nous, et que ce mouvement d'accélération, il fait peut-être ce mouvement-là. En tout cas, c'est une idée qui m'apaise un peu, de me dire que chacun vit peut-être ce qu'il a besoin de vivre. Okay. Ça n'empêche pas que c'est aussi très juste d'être sensible à « ouais, je trouve ça dégueulasse » et de vouloir y faire quelque chose. Ok, je comprends. C'est quoi tes projets d'avenir, là, 2025 comment dire, c'était l'année dernière, c'était en 2024 que tu es parti à Gaza.
il n'y a pas eu de film, il n'y a pas eu de livre. Tu es en train d'écrire peut-être quelque chose ou pas, je sais pas. Ouais. Donc, c'est quoi tes projets 2025? C'est ça, je me suis posé la question, quoi ça sert. D'abord parce que, bon, moi je sais pas comment ça se fait. Peut-être ça vient de moi, je sais pas, mais les films n'ont pas été énormément vus. Je pense que les gens qui l'ont vu, ça change des choses, et surtout les gens qui ont participé, ça change des choses, ça transforme moi. Et personnellement, je trouve que c'est pas rien, bien sûr. Et donc, pour le coup, concrètement, il est probable quand même, j'ai l'impression que j'écrive le livre de ça, parce que ça me permet de raconter un peu comment moi je vois les choses, et j'ai envie de faire ça, donc voilà, je vais sans doute le faire. Okay. Mais j'ai dit que je sens que j'ai un grand projet énorme qui serait moi d'aimer. Voilà, donc je ne sais pas s'il sera spectaculaire pour les autres, mais pour moi il va sans doute l'être. Ouais. Ok. Merci Antoine, en tout cas, voilà. d'avoir merci beaucoup aussi, retranscrit tout ça. Et puis à toi. Non, c'était hyper intéressant. Moi, j'avais regardé tout ce que tu avais fait et je trouve ça intéressant, ce que tu as tourné. Certes, de façon amateur, hein, c'est pas hollywoodien, mais c'est un film qui se regarde. Je l'ai regardé sur ma télé pour te dire. Hein, donc, merci en tout cas de t'être déplacé, d'avoir partagé tes expériences, ce que tu veux transmettre comme message autour de l'amour. Arrête, il y a le dicton, faisons l'amour, pas la guerre. C'est exactement ça. Donc, un grand merci de ta présence. Merci beaucoup. Est-ce que je peux ajouter une dernière phrase? Si vous voulez voir un grand film, il suffit juste de regarder La Vie. C'est ça. Avis, hein. Merci Antoine. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Antoine Vernier dans Parlons peu, parlons passion. Je vous retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao.